Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à la deuxième session du cycle sur la découvrabilité du livre africain francophone. La première session, animée par l'expert québécois Christian Roy, a abordé les différents aspects de la découvrabilité dans le monde du livre, ainsi que les outils disponibles pour tous les acteurs de la filière. La session d'aujourd'hui, animée par l'experte ivoirienne Chanté Silué, se focalise sur l'importance fondamentale des réseaux sociaux. Maintenant, j'aimerais inviter Annie-Josée Nioc à prendre la parole pour continuer la présentation. Merci beaucoup. Annie-Josée, tu as le son coupé. D'accord. C'est bon, merci. Merci, Octavio. Alors, qui est notre animatrice du jour? Je commence par là. Chanté Siloué. Elle est ivoirienne, passionnée par la lecture, l'écriture et le partage de connaissances. Elle est titulaire d'un master en entrepreneuriat social et d'un bachelor en finance. Elle a fondé le Centre LIS, qui est un espace éducatif qui fait découvrir le monde aux jeunes ivoiriens à travers les livres. Et les activités de ce centre ont bénéficié aujourd'hui à un peu plus de 1000 enfants et jeunes adultes en Côte d'Ivoire. Chanté Silué est blogueuse littéraire depuis 2012 et en tant que créatrice de contenu sur les réseaux sociaux, elle cumule plus de 70 000 abonnés à travers ses différentes plateformes. À cet effet, elle a été reconnue pour son impact en recevant le prix Impact social au Adicom Awards en 2018 pour le Centre LIS. Et sa passion pour la littérature lui a valu le prix de la meilleure blogueuse ivoirienne en 2017 au Ivoire Blog Awards. Donc, comme tu disais, Octavio, dans ce second atelier, nous verrons avec Chanté comment l'utilisation stratégique des réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter, Instagram et TikTok peut influencer la découvrabilité des livres africains francophones. Ainsi, Chanté, tu vas partager avec nous en 1h30 environ tes connaissances sur les réseaux sociaux et comment ceci impacte sur la découvrabilité des livres. On verra également avec toi les différentes stratégies dont peuvent se servir les acteurs de la chaîne du livre pour être présents en ligne. On verra des études de cas, mais aussi des outils et des ressources. En fin de session, on aura un moment de questions-réponses avant de conclure autour de 19 heures. Voilà, à chanter, c'est ça, Octavio? D'accord. Merci beaucoup Annie-Josée et merci Octavio pour l'introduction. Et merci également déjà pour l'invitation. C'est un honneur de pouvoir venir partager mon expérience autour de la promotion des livres sur les réseaux sociaux avec tous les participants. Donc, on va démarrer. Je vais partager mon écran. J'ai préparé une présentation, même si certaines des choses que je vais partager ne seront peut-être pas dans la présentation, mais j'ai fait une présentation quand même pour guider un peu la discussion. Est-ce que c'est bon? Tout le monde arrive à voir mon écran? Ok, super. Alors, le thème de cette session, comme Annie-Josée l'a mentionné, c'est l'influence des réseaux sociaux sur la découvrabilité du livre africain francophone. Alors, donc, en agenda, on aura une petite introduction qui sera axée sur déjà ma présentation, mais je pense que Annie l'a déjà fait, donc on va passer assez rapidement dessus. Mais aussi une présentation des participants. J'aimerais bien savoir qui sont les personnes présentes, dans quel domaine elles se trouvent dans la chaîne de l'industrie du livre. Ensuite, on parlera de l'impact des réseaux sociaux sur la découvrabilité des livres. Quelles sont les stratégies pour les acteurs de la chaîne?
Je partagerai quelques exemples de personnes qui utilisent les réseaux sociaux pour promouvoir le livre, avec une particularité sur Facebook. Et enfin, quelques outils et ressources qu'on peut utiliser si on a envie d'être beaucoup plus actifs sur les réseaux sociaux pour promouvoir le livre. Donc, je pense que Annie m'a très bien décrite, présentée. Donc, on va passer sur mon introduction. Mais par contre, comme on n'est pas nombreux, ça tombe bien. J'aimerais bien savoir un peu, soit vous pouvez ouvrir le micro et vous présenter, ou alors juste écrire aussi dans le chat. Donc, qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites dans la chaîne du livre, et puis quelles sont vos attentes par rapport à l'atelier. Ça pourrait m'aider à mieux orienter aussi la discussion. Donc, moi, je reviens un peu sur le Zoom call pour pouvoir suivre la présentation des uns et des autres. Donc, vous pouvez le mentionner soit directement dans le call ou alors en ouvrant votre micro ou alors juste en écrivant dans le chat. Chanter, Oui, si je peux commencer si, oui, si vous bien voulez. sûr. Alors, je me présente, je suis Kalima, je travaille dans une maison d'édition en toutes lettres. C'est une maison d'édition indépendante ici Mhm. à Casablanca, au Maroc. Ok. Et voilà, donc, mais tout d'abord, je vous remercie pour cette formation. C'est très utile pour nous en tant que personnes qui travaillent dans des maisons d'édition et justement pour promouvoir les livres, nos livres. Mhm. Oui. Donc, pour nous, par exemple, mes attentes, ou pour moi, personnellement, mes attentes par rapport à la formation, c'est c'est plus Mhm. pour un échange un peu et de s'ouvrir vers d'autres pays euh, pour savoir où on est en matière de communication et comment promouvoir nos livres, bien sûr, pour qu'ils arrivent dans d'autres pays. Ok. Euh, Moi, en tant que responsable de communication à la maison d'édition, donc oui, on essaye d'être en actualité, on essaye de faire un peu de veille pour être vraiment à jour et voilà, suivre la tendance sur les réseaux sociaux. Et on Mhm. aimerait aussi savoir votre point de vue et en tant que professionnel surtout, de savoir s'il existe d'autres manières que nous, on ne connaît pas pour Oui. que nos titres arrivent ou pour s'ouvrir à d'autres lecteurs. Peut-être il y a d'autres lecteurs qui s'inquiètent à ce qu'on fait, euh, pardon, Ça intéresse. qui s'intéressent, voilà, qui s'intéressent, parce qu'on nous, on a une inquiétude par rapport à la question, parce que c'est une maison d'édition, oui, mais c'est une maison d'édition indépendante qui touche à plusieurs sujets, par exemple l'égalité homme-femme, il y a d'autres questions, par exemple la vulnérabilité des femmes dans plusieurs domaines, les travailleuses dans plusieurs domaines aussi. Et voilà, donc c'est juste pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour que nos livres arrivent dans d'autres pays, mis à part le Maroc, par exemple, ou la France, parce que nous, on a un point de vente ici au Maroc et en France. Mais on aimerait bien, D'accord. bien sûr, avoir d'autres lecteurs dans plusieurs pays. D'accord. OK. Mhm. Merci beaucoup, Karima. Est-ce qu'on a d'autres personnes qui veulent intervenir, se présenter et nous dire ce qu'elles attendent? Je vois qu'il y a Jean-Florentin, Pierre, Myrline, on a Véronique aussi, qu'on a eu dès le début. On a Dieu le Merson. Est-ce que vous attendez quelque chose de particulier? Déjà, qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce que vous attendez de l'atelier? J'ai vu que Jean-Claude a écrit aussi dans le chat, mais juste son nom. Donc, si on peut avoir votre fonction et puis ce que vous attendez aussi de la session. Allô? Allô? Oui, allô, on vous entend? Voilà, moi je suis Jean-Claude Awono. Oui.
je suis à Yaoundé, au Cameroun. Mhm. Je suis des éditions Ifriqiya, dont j'assure la direction. Donc, j'ai reçu dans la boîte email de notre maison d'édition ce message qui nous invitait à participer à cette session de formation sur un terme vraiment que j'ai découvert parce que le mot découvrabilité, je dois avouer que je ne le connaissais pas. Parce que j'ai vu ça, j'ai dit, mais tiens, il faut que j'aille en savoir un peu plus. J'ai fait des idées là-dessus. Et puis quand j'arrive, je me rends compte qu'il y avait déjà une première formation qui a eu lieu. Et donc, j'ai tenu à être là aujourd'hui. On est l'édition Fikia, on est une maison d'édition qui travaille sur l'édition de manière générale. On a des Mhm. collections sur la poésie, le théâtre, les contes, et puis tout ce qui est essai. Et donc, notre lien avec les réseaux sociaux, c'est un lien très actif, je dois avouer, c'est d'autant plus que nous avons eu pas mal d'années, soit avec la gestion de notre site web. Quelquefois, ça a été hacké, quelquefois, Mhm. on a été abusé et tout et tout. Donc, ça fait que vraiment, on est actif sur les réseaux sociaux. Mais je Mhm. dois reconnaître que c'est une présence qui n'est pas très rationnelle. Je le sais toujours. Donc, on n'a vraiment pas, malgré parfois certaines personnes qu'on sollicite, mais en termes de rendu, c'est pas véritablement ça. Et puis moi, personnellement, je suis un peu de la vieille école. Hein, ça, j'ai 55 ans, 54 ans, pardon. Donc, j'ai des mécanismes en lien avec le texte, avec l'activité de promotion du livre qui est un peu plus physique dans le domaine, dans les réseaux sociaux. Mais j'essaie de Mhm. faire ce que je peux. Les Mhm. collaborations qu'on a essayé d'associer à la maison n'ont pas toujours été très, très, très fructueuses. Mais moi, mes attentes véritablement, c'est comment est-ce que cette activité qui est présente dans les réseaux sociaux, comment on peut la rationaliser, comment on peut la mesurer, comment on peut véritablement développer de manière efficiente l'entreprise Ifriqiya avec cela, quoi. Donc, moi, ce sont mes principales attentes dans le cadre de cette session à laquelle je participe avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attentes et de curiosité. Et voilà, voilà ce que je peux dire pour le moment. Je vous remercie beaucoup. D'accord. Voilà, merci. Merci Jean-Claude. Je peux avoir le nom de la maison d'édition? Édition Ifriqiya. Édition Édition? Ifriqiya. Édition Kikia. Ok. Ifriqiya. Donc, D'accord. je vais écrire édition Ifriqiya, c'est ça. Ça marche. Merci beaucoup, Je vous en Ifriqiya. prie. Ok. Merci beaucoup. Je vous en prie. J'ai vu d'autres présentations de Myrline, merci, et de Véronique également. D'accord. Donc, je pense qu'on va continuer. Merci. Euh, alors, l'objectif de la session, déjà, c'est de contribuer à renforcer l'industrie littéraire en Afrique francophone en encourageant les différents acteurs à adopter des stratégies modernes de promotion, en tirant parti des outils numériques pour atteindre un public plus large. Donc, je pense que c'est aligné avec les attentes qui ont été mentionnées par Karima déjà et Jean-Claude. Et pour le terme découvrabilité, ça fait référence à la facilité avec laquelle les livres africains francophones peuvent être découverts ou trouvés par un public plus large. Donc, c'est majoritairement comment est-ce que les livres peuvent être plus visibles sur les réseaux sociaux, les moteurs de recherche, les plateformes de vente en ligne, même si ici, on va vraiment s'accentuer sur les réseaux sociaux. Alors, déjà, qu'est-ce qu'un réseau social? Je sais que c'est la chose un peu la plus banale, mais c'est toujours bien de définir. Donc, le réseau social, c'est une plateforme ou un site web qui permet aux individus de se connecter, d'interagir et de partager un contenu avec d'autres personnes en ligne. Donc, les réseaux sociaux existent depuis assez longtemps quand même, même s'ils ont gagné en popularité assez récemment, peut-être un peu plus avec Facebook. Mais avant Facebook, il y a eu Skyrock, il y a eu i5 et plusieurs autres réseaux sociaux qui n'ont pas forcément fait long feu comme c'est le cas aujourd'hui avec Facebook et les nouveaux réseaux sociaux. Donc, dans le monde, d'après les statistiques les plus récentes qu'on a, on a quand même plus de 8 milliards de personnes et 61% de ces personnes-là sont présentes sur les réseaux sociaux.
Donc, on a plus de 4,95 milliards de personnes sur les réseaux sociaux. J'ai les statistiques, j'ai le site avec les stats qui est reporté en bas et qui est à la fin aussi dans les ressources. Et sur ce site-là, donc Data Reportal, vous pourrez avoir énormément de données sur l'utilisation d'Internet même en particulier et des réseaux sociaux, d'Internet en général et des réseaux sociaux en particulier pour vos différents pays également. Donc, on a des statistiques globales, mais on a aussi des statistiques par pays qui sont actualisées assez fréquemment et qui peuvent vous aider aussi à définir votre stratégie pour les réseaux sociaux. Donc, dans le monde, la plateforme la plus populaire, c'est Facebook, même si aujourd'hui, les plus jeunes, bon, moi, je sais que je fais partie déjà des jeunes, mais encore les plus jeunes par rapport à moi considèrent que Facebook, c'est pour les vieux. Mais Facebook reste la plateforme la plus utilisée dans le monde avec plus de 3 milliards de personnes. Après Facebook, on a YouTube qui a 2,5, à peu près 2,5 millions de personnes. 5 milliards, pardon. C'est plutôt un milliard. On a WhatsApp ensuite. Alors avec WhatsApp, c'est assez particulier parce que WhatsApp est à la fois considéré comme un réseau social et une messagerie. C'était à la base surtout une application de messagerie instantanée, mais aujourd'hui, avec les différentes fonctionnalités qui ont été rajoutées, on peut aussi considérer WhatsApp comme un réseau social, même si on ne va pas vraiment beaucoup parler de ça aujourd'hui. On a ensuite Instagram, on a WeChat, bon, qui est surtout utilisé en Chine. On a TikTok. Donc, les réseaux qui vont nous intéresser vraiment aujourd'hui, c'est Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, TikTok et aussi X, qui est l'ancien Twitter. De manière générale, on passe autour de 33 heures par mois sur TikTok. Donc, TikTok est le réseau social, l'un des réseaux sociaux qui est sorti le plus tard, donc qui est le plus récent, mais qui est celui qui captive davantage l'attention, bien sûr, grâce aux algorithmes et la manière dont il a été conçu. Donc, TikTok est le réseau social où on passe le plus de temps aujourd'hui. Ensuite, on a YouTube, puis Facebook, WhatsApp encore, Instagram, Line qui est surtout utilisé au Japon et on a Twitter aussi qui vient ensuite. Alors, donc les principales plateformes de médias sociaux, je vais en parler encore après un peu plus en détail par rapport à leurs différentes caractéristiques, quels sont les avantages et les inconvénients. Donc, on a Facebook qui est très utilisé en Afrique francophone et sert de plateforme de réseautage social, de partage de contenu et de communication personnelle. On a Instagram ensuite qui est surtout apprécié pour le partage de photos et de vidéos, surtout chez les plus jeunes utilisateurs. On a X, ancien Twitter, qui est utilisé pour la diffusion d'informations en temps réel, les discussions et les interactions sociales. Et on a LinkedIn qui est surtout utilisé à des fins professionnelles pour le réseautage, la recherche d'emploi et la promotion de compétences. Ensuite, je ne les ai pas mis dans un ordre particulier, hein, mais ensuite, on a TikTok, donc, qui est de plus en plus populaire en Afrique francophone, surtout chez les jeunes. On a YouTube également, qui est utilisé pour le partage de vidéos, l'éducation et le divertissement. Et on a Snapchat, même si on ne fera pas vraiment, on ne parlera pas on ne parlera pas vraiment de Snapchat aujourd'hui. J'ai essayé de sélectionner les réseaux sociaux les plus pertinents pour la promotion du livre dans notre cas ici. Donc, Facebook, donc c'est une plateforme de médias sociaux polyvalente à travers laquelle on peut partager à la fois des textes, des photos, des vidéos. On peut créer des événements et faire des sondages aussi auxquels les abonnés vont répondre. On a la possibilité de créer des pages pour les écrivains, les éditeurs, les librairies. Et on peut utiliser les stories et des lives pour partager des activités en temps réel ou mener des discussions. N'hésitez pas, si par moment vous avez des questions, à ouvrir le micro et à poser la question juste parce que je ne vois pas tout le temps les questions dans les chats. Donc, n'hésitez pas si par moment vous avez une question sur un sujet donné. Alors, quels sont les avantages de Facebook? Comme on l'a mentionné, Facebook, c'est la plateforme la plus utilisée au monde et donc elle a une grande audience mondiale. Elle permet une interaction directe avec les lecteurs. Elle
donne la possibilité de créer des groupes pour les communautés de lecteurs. Et puis aussi, elle permet d'avoir un contenu varié pour promouvoir les livres. Donc, on a mentionné, on peut avoir à la fois des textes, des images, des vidéos. On peut utiliser même des mèmes, des animations drôles sur Facebook. L'inconvénient, c'est que de plus en plus, et ça c'est pareil, c'est pas que Facebook, c'est un peu tous les réseaux sociaux aujourd'hui, mais le gros inconvénient, c'est la portée organique qui diminue et qui nécessite des annonces payantes pour atteindre une large audience. Donc, l'un des pièges avec Facebook, c'est qu'une fois que vous avez aussi commencé à faire de la publicité, vous risquez de vous retrouver être dépendant des publicités parce que Facebook va diminuer vos portées. Quand on parle de portée organique, en fait, c'est le nombre de personnes que vous pouvez toucher en publiant des posts sur vos réseaux sociaux sans faire de publicité. Donc, la portée organique, vous pouvez avoir une bonne portée organique si vous publiez du contenu de manière fréquente et du contenu de qualité. Mais parfois, il y a des personnes, lorsqu'elles arrivent sur Facebook, parce qu'il y a l'option publicité qui permet de toucher beaucoup plus de personnes, dès qu'elles créent une page, elles se mettent en fait à créer des publicités. Et quand c'est comme ça, l'algorithme va faire en sorte que lorsque vous faites une publication sans publicité, vous n'arriviez pas à toucher en fait autant de personnes que par le passé. Donc, c'est l'un des inconvénients. Un autre inconvénient que je n'ai pas mentionné aussi, c'est le fait que vous ne contrôlez pas totalement en fait votre plateforme. Bon, là, c'est pareil aussi pour tous les réseaux sociaux. Ce qui veut dire, et moi, je me retrouve dans ce cas-là d'ailleurs en ce moment, ce qui veut dire que vous pouvez être en fait, votre compte peut être désactivé par Facebook pour de nombreuses raisons, parce que de plus en plus, Facebook a mis en place une certaine politique qui fait que à peu près tout ce que vous dites en fait est analysé et peut être considéré comme étant une enfreinte aux règles de la communauté, aux standards de la communauté. Vous pouvez vous retrouver aussi à avoir des personnes qui peuvent hacker votre compte et tout ça peut vous amener à avoir votre compte qui va être désactivé. Et c'est assez difficile en fait d'avoir accès au service client. En fait, il n'y a même pas de service client direct en fait pour Facebook. Donc, lorsque vous perdez vos données ou bien vous perdez l'accès à votre compte, ça peut vraiment être un gros désavantage. Donc, je précise que c'est pour ça que c'est important de ne pas utiliser qu'un seul réseau social, d'utiliser plusieurs réseaux sociaux et aussi d'avoir votre propre site Internet ou juste un blog où vous pouvez aussi garder les publications que vous faites en fait pour pouvoir quand même avoir un certain contrôle sur vos publications et sur vos données. Au niveau d'Instagram, donc c'est une plateforme de partage de photos et de vidéos essentiellement. Même si aujourd'hui on a la possibilité de partager des textes, c'est à la base surtout pour des photos et des vidéos. C'est une plateforme qui permet de mettre en avant des visuels et des histoires. On peut utiliser des hashtags pour la découverte de contenu. Et on peut utiliser, comme avec Facebook, l'utilisation de stories et de live pour partager des activités en temps réel ou mener des discussions. Vous allez vous rendre compte que plusieurs de ces réseaux sociaux-là ont des fonctionnalités similaires parce que de manière générale, quand un réseau social crée une fonctionnalité qui marche, on va avoir tous les autres réseaux sociaux qui vont copier puisqu'ils se battent tous en fait pour avoir notre attention. Donc, par exemple, lorsque TikTok est venu avec le format de vidéo court, on a commencé à avoir des Reels sur Instagram, donc qui sont des vidéos très courtes. On a aussi commencé à avoir des Reels sur Facebook. Sur YouTube, on a les Shorts. Donc, on a à peu près les mêmes fonctionnalités qu'on retrouve sur les différentes plateformes, ce qui fait aussi que c'est facile d'adapter. Donc, vous pouvez créer un contenu sur Instagram que vous allez partager en même temps sur Facebook, sur Twitter, sur TikTok et sur YouTube. Donc, ça aussi, ça facilite un peu les choses. En termes d'avantages, Instagram met l'accent sur la créativité visuelle et c'est idéal pour partager des extraits visuels de livres. Et Instagram permet également un engagement élevé des utilisateurs. Généralement, quand vous avez une bonne communauté sur Instagram, ce sont des personnes qui vont vous suivre parce qu'elles aiment vraiment le contenu que vous publiez et qui ne vont pas hésiter à interagir avec vous à travers vos stories ou dans les commentaires de vos posts. L'inconvénient, c'est la limitation de liens directs dans les légendes. Donc, sur Instagram, lorsque vous publiez une photo et que vous écrivez une légende en bas, vous ne pouvez pas mettre un lien direct. Donc, généralement, ce que les gens font, c'est qu'ils vont aller mettre un lien sur leur biographie et rediriger les gens vers cette biographie-là. Donc, ça, c'est l'un des inconvénients d'Instagram.
L'autre inconvénient, c'est la dépendance aux images et aux vidéos. Donc, ce qui veut dire qu'il faut quand même avoir de très beaux visuels pour attirer en fait l'attention sur Instagram. Donc, Instagram, c'est un réseau social qui n'est pas très facile non plus à percer, on va dire comme ça. Et puis, bien sûr, on a aussi la problématique avec les algorithmes et puis le fait de pouvoir aussi être éjecté de la plateforme sans avoir de recours pour y revenir. TikTok. Donc, TikTok, c'est vraiment la star du moment. La caractéristique majeure, c'est le partage de courtes vidéos, même si aujourd'hui, TikTok permet quand même de publier des vidéos beaucoup plus longues. Mais comme la spécificité de la plateforme, c'est les vidéos courtes vont avoir beaucoup plus d'engagement que les vidéos plus longues. TikTok a une croissance très rapide, surtout chez les plus jeunes. Donc, c'est le réseau social. Donc, Instagram et TikTok, ce sont les réseaux sociaux qui sont les plus utilisés par les jeunes. On a Snapchat aussi, mais le fonctionnement de Snapchat est un peu différent. Donc, ce n'est pas forcément celui qui est le plus adapté pour la promotion des livres africains francophones. Mais Instagram et TikTok sont vraiment adaptés pour ça. On a la possibilité de créer du contenu créatif et divertissant sur TikTok. Et l'un des avantages, déjà, c'est l'engagement des jeunes lecteurs. Donc, malheureusement, ceux qui en profitent le plus, c'est surtout les lecteurs, les auteurs occidentaux, donc pardon, pas occidentaux, mais anglophones. Le monde anglophone profite beaucoup plus, en fait, de TikTok en termes de promotion de livres. Euh, Au-delà des auteurs anglophones, chez les auteurs francophones, c'est surtout les auteurs français déjà ou les auteurs américains, encore une fois, qui sont traduits en français. C'est surtout de la fantaisie qui est mis en avant, les livres jeunes adultes, les livres fantaisie qui vont être très mis en avant. Mais on a la possibilité, en travaillant vraiment, en produisant énormément de contenu, de faire valoir aussi les livres d'auteurs africains francophones. Donc, on peut créer des vidéos amusantes pour promouvoir les livres en surfant sur les tendances du moment. On peut devenir viral à n'importe quel moment. Et là, c'est l'un des gros avantages de TikTok. Je suis tentée de dire qu'on n'a pas vraiment de formule magique, en fait. On peut devenir viral, en fait, sans savoir exactement qu'est-ce qu'on a fait de particulier qui fait que cette vidéo donnée là, en fait, a cartonné par rapport aux autres. L'inconvénient, c'est la limitation du format court pour captiver l'attention. Donc, même si on peut publier des vidéos plus longues, c'est un réseau où les gens n'ont vraiment pas le temps. Donc, dès l'instant où une vidéo fait plus d'une minute, déjà, les gens ont tendance à zapper. Et ensuite, il faut beaucoup de créativité pour se démarquer sur TikTok, surtout quand on parle de livres, parce que ce n'est pas forcément le sujet le plus sexy qui soit. Donc, il faut vraiment être assez créatif pour pouvoir captiver l'attention et se démarquer sur TikTok. Ensuite, on a X, donc l'ancien Twitter. Twitter, enfin X, hein, c'est une plateforme de micro-blogging qui est limitée à 280 caractères par tweet. Donc, on continue d'utiliser quand même le terme tweet. Avec Twitter, on utilise des hashtags pour suivre les tendances. Et puis, c'est un réseau social qui est assez rapide et qui est adapté à l'actualité. Les avantages, c'est le partage rapide d'informations et de liens, l'interaction directe avec des lecteurs et des professionnels du livre, la promotion d'événements littéraires. Les inconvénients, c'est la limitation de la longueur de message et le flux d'actualité en constante évolution. Alors, aujourd'hui, on a la possibilité d'aller à plus de 280 caractères, mais il faut avoir en fait une version premium. Il faut carrément payer en fait pour pouvoir avoir accès à plus de 280 caractères. Et sur Twitter, il faut savoir que les gens tweetent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ce qui fait que vos informations peuvent être très vite noyées en fait dans le flux d'actualité. Il faut aussi savoir que Twitter n'est pas non plus très, très facile d'accès. Ça prend du temps pour construire une audience. Il faut souvent interagir avec les autres personnes de notre domaine, ne pas hésiter à publier fréquemment autour de ce qu'on fait comme activité, autour de l'actualité également, surtout si l'actualité est liée au livre qu'on propose. Donc, Twitter, c'est vraiment un réseau social
qui est là surtout pour l'actualité, en fait, les événements du moment. Et puis, ça, on a la possibilité avec Twitter, par exemple, de relayer en live des événements qu'on organise ou des événements auxquels on assiste. Au niveau de YouTube, je pense que tout le monde connaît un peu YouTube. C'est une plateforme de partage de vidéos avec laquelle on a la possibilité de créer des chaînes pour partager des contenus. Donc, pour une maison d'édition, on peut créer la chaîne de la maison d'édition où on va partager des vidéos autour des livres qui sont publiés. La bibliothèque, pareil. On peut également partager des vidéos d'événements qu'on a organisés. On peut faire des présentations de livres à travers des interviews. Donc, on peut publier vraiment un contenu vidéo assez varié. Le contenu est dynamique et visuel, c'est un avantage parce qu'aujourd'hui, les gens accrochent plus au visuel. On a une audience mondiale aussi au niveau de YouTube. On n'a pas forcément besoin de vous suivre directement pour découvrir votre contenu. Donc, l'un des avantages au niveau de YouTube, c'est que si vous utilisez les bons éléments clés, n'importe qui, en fait, peut vous retrouver juste en faisant des recherches. Par exemple, moi, par le passé, je crois que c'est peut-être en 2016 ou 2017, j'ai fait des vidéos sur les livres d'Amadou Kourouma, des livres aussi de Jean-Marie Adiafi. Et jusqu'à présent, je reçois parfois des messages, en fait, d'étudiants, par exemple, qui vont me dire, ah, je suis en train de faire un exposé sur cette thématique. Et comme j'ai vu votre vidéo, j'aimerais bien poser des questions dessus. Donc, pour dire qu'il suffit juste d'utiliser les bons éléments clés pour que votre vidéo soit regardée. Et ne pensez pas que ce n'est pas parce que votre vidéo n'a pas eu un engouement dans l'immédiat que ça veut dire qu'elle ne va jamais attirer l'attention. Parfois, votre vidéo peut attirer l'attention, en fait, longtemps après, mais le plus important est qu'elle existe, en fait. Et lorsque les gens auront besoin de ce type de contenu, là, ils vont se retourner vers ça. L'un des inconvénients, c'est que ça nécessite des compétences en création vidéo et que la concurrence est très forte. Je pense que YouTube, c'est peut-être la plateforme la plus difficile d'accès en vrai, comparée aux autres, parce qu'il y a tellement de contenu qui est produit au quotidien et un peu comme toutes les plateformes qui nécessitent l'utilisation de vidéos, il faut vraiment que votre vidéo soit assez attractive, bien éclairée, avec un bon son pour que les gens puissent vraiment être captivés et rester là parce que les gens sont surtout attirés par le divertissement. L'une des choses aussi, c'est que YouTube permet également de faire des lives comme les autres plateformes comme Facebook et Instagram. Donc, vous pouvez faire des lives pour discuter autour de vos livres. Vous avez la possibilité de faire des vidéos courtes. J'ai parlé des shorts. Donc, et puis, l'une des choses intéressantes aussi, c'est que vous pouvez même partager des extraits, c'est-à-dire vous pouvez lire des extraits de livres en vidéo que vous allez partager aussi sur la plateforme. Enfin, on a LinkedIn. LinkedIn, de base, c'est pas à LinkedIn qu'on pense directement quand on pense à la promotion de livres, mais moi, j'ai estimé que c'était pertinent parce que personnellement, je partage parfois les comptes rendus de mes lectures sur LinkedIn et je vois qu'il y a un certain attrait, en fait, un certain intérêt des personnes qui font partie de ma communauté sur LinkedIn. Donc, c'est initialement une plateforme professionnelle pour le réseautage qui permet de mettre en avant son expertise. Donc, en tant que professionnel du livre, vous pouvez l'utiliser pour partager votre expertise autour du livre, mais aussi pour promouvoir les livres en fait que vous publiez ou que vous vendez, par exemple, pour des libraires. Les avantages, déjà, c'est le réseautage avec des professionnels, mais aussi des amateurs de livres. Vous pouvez partager des articles, des extraits, des recommandations, et c'est une plateforme idéale pour des collaborations professionnelles. Donc, peut-être pour des professionnels du livre, peut-être qui sont, je prends l'exemple, qui sont au Maroc et peut-être qui veulent distribuer leurs livres dans d'autres pays, vous avez la possibilité de rencontrer d'autres professionnels s'ils sont actifs aussi sur LinkedIn et puis pouvoir établir des partenariats avec eux. L'inconvénient, c'est que c'est un réseau social qui est moins axé sur la littérature que d'autres plateformes. Mais en même temps, moi, j'estime que ça dépend des livres, en fait, que vous souhaitez promouvoir. Si vous êtes dans un milieu où vous avez, par exemple, des livres de développement personnel ou des livres de développement professionnel, ce sont des livres qui cartonnent, qui peuvent cartonner sur LinkedIn. Si vous arrivez à créer un lien entre votre livre et les besoins, en fait, des personnes qui sont sur LinkedIn. Alors, quel est l'impact des réseaux sociaux sur la découvrabilité du livre?
il faut savoir que les plateformes de médias sociaux sont de plus en plus populaires en Afrique francophone et ailleurs, hein, dans le monde francophone de manière générale et dans le monde également. On a une prédominance de Facebook et on a l'émergence de TikTok, comme on l'a mentionné. Et l'une des raisons aussi, c'est que le prix de l'Internet est de moins en moins cher. Donc, on a de plus en plus de personnes qui sont connectées. Et juste pour avoir quelques chiffres, je n'ai pas mis pour tous les pays, mais en Afrique francophone, par exemple, on a plus de 20,8 millions de personnes qui sont connectées sur Facebook en Algérie, plus de 6,55 millions en Tunisie, plus de presque 5 millions en Côte d'Ivoire, euh, plus de 2,6 millions de personnes au Sénégal et au Cameroun, on a plus de 3,6 millions. J'ai vraiment juste mis quelques stats et vous pourrez retrouver beaucoup plus de stats encore une fois sur le site de Data Reporter. Donc, les réseaux sociaux offrent une vitrine mondiale pour la littérature africaine francophone. On a la possibilité de toucher les gens à travers le monde, en fait, en utilisant les réseaux sociaux. Et lorsqu'on a une présence active et stratégique, ça peut conduire à une plus grande diffusion des œuvres littéraires. Les réseaux sociaux facilitent la création de liens directs avec les lecteurs et permettent des interactions plus profondes. Et un contenu peut devenir viral sans qu'on ne s'y attende et générer des milliers de ventes. L'une des choses à savoir, en fait, l'une des raisons pour lesquelles c'est important d'utiliser les réseaux sociaux, c'est que dès le début, j'ai mentionné le nombre de temps qu'on passe sur les réseaux sociaux. C'est plus de 30 heures qui sont passées sur TikTok aujourd'hui. 30, plus de 30 heures par mois qui sont passées sur TikTok. Donc, lorsqu'on a envie de promouvoir les livres, c'est vrai que c'est bien parfois d'avoir des dédicaces dans les librairies, mais les jeunes, surtout les jeunes, passent le plus de temps sur les réseaux sociaux. Donc, il faut aller sur les réseaux sociaux pour pouvoir leur faire découvrir les livres qui sortent en fait. Donc, voilà l'une des raisons pour lesquelles c'est important. Alors, quelles sont les stratégies qui peuvent être utilisées par les acteurs de la chaîne du livre? Pour les écrivains, c'est la création de profils, la création et la gestion de profils d'auteurs qui vont être complets et attrayants. Il y a l'utilisation de publications régulières pour partager des extraits, des citations, des coulisses sur l'écriture des livres. On a la collaboration avec des blogueurs littéraires et des influenceurs pour des critiques et des recommandations. Et on a la participation à des discussions littéraires et à des événements en ligne pour interagir avec les lecteurs. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des stratégies sont des stratégies qui peuvent aussi être utilisées par les autres acteurs de la chaîne du livre, pas juste par les écrivains ou pour chaque acteur que j'ai mentionné. C'est vraiment des stratégies qui peuvent être utilisées un peu par tout le monde. Donc, après, je vous présenterai des exemples de profils d'auteurs qui ont de bonnes communautés sur les réseaux sociaux et que vous pouvez aussi aller regarder pour vous inspirer dans votre production de contenu. Pour les éditeurs, on a la création de contenu éditorial attrayant, notamment des articles sur l'édition, les interviews d'auteurs et les analyses de livres. Donc, bien sûr, les maisons d'édition aussi peuvent également créer leur propre compte, aussi bien sur Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, et surtout produire un contenu qui sera attrayant. L'une des choses qui est intéressante au niveau des maisons d'édition, c'est la production d'articles sur l'édition. Parce que là, c'est des questions qui reviennent très souvent. Les auteurs, ou enfin, généralement des gens qui aiment lire aussi, ont parfois envie d'écrire, donc ils se demandent comment est-ce que je fais pour écrire. Et c'est l'une des manières d'attirer les gens sur vos pages et donc leur permettre en même temps de découvrir les livres que vous proposez. Donc, c'est de produire des articles sur l'édition, comment est-ce que ça se passe, avoir des interviews d'auteurs sur leur processus d'écriture, sur les histoires qu'ils ont écrites, et puis des analyses de livres également. On peut également avoir des annonces ciblées pour des publics spécifiques. Donc là, c'est lorsqu'on utilise des publicités. Vous pouvez cibler en fait le type de personnes que vous voulez toucher. Donc, par exemple, si vous publiez un livre, bien sûr, je dis toujours qu'il faut faire preuve de mesure dans l'utilisation des publicités. Mais si, par exemple, vous publiez un livre au Maroc et vous voulez qu'il soit vendu aussi peut-être en Côte d'Ivoire ou au Sénégal, vous pouvez cibler en fait votre public par rapport à la publicité
pour que ce soit des personnes dans ces pays-là qui puissent voir votre publicité. Donc, vous pouvez utiliser les campagnes publicitaires payantes pour mettre en avant des livres phares. Et vous pouvez aussi créer des concours et faire des promotions pour attirer l'attention sur des titres spécifiques. Donc, ça, c'est assez fréquent. Vous pouvez le faire en tant que maison d'édition ou même en tant qu'autre acteur, hein. On a des blogueurs qui organisent parfois des concours, on a des librairies qui le font. Donc, c'est aussi un moyen d'attirer l'attention des abonnés. Pour les librairies et bibliothèques, on a la promotion de collections spécifiques et ça aussi, ça s'applique aux maisons d'édition. Donc, telles que des sélections de livres africains francophones ou de livres jeunesse. On a l'organisation d'événements en ligne, tels que des clubs de lecture virtuels ou des débats littéraires. On a des interactions actives avec la communauté locale en répondant aux demandes des lecteurs et en organisant des activités spéciales. Et aussi, on a le partage d'avis de lecteurs et de recommandations pour susciter l'intérêt pour les livres. Donc, je répète, encore une fois, toutes ces stratégies-là peuvent être utilisées par tous les acteurs de la chaîne en fonction de ce qui vous convient le mieux. Comment est-ce qu'on construit une communauté sur les réseaux sociaux? La première des choses, parce que bien sûr, quand on parle de découvrabilité du livre, mais en fait, pour faire découvrir vos livres, il faut juste en fait que vous soyez actifs sur les réseaux sociaux pour promouvoir tous vos livres de manière générale. Donc, la première des choses, c'est de définir sa cible. Si on a une maison d'édition qui touche à peu près tout le monde, même là, il faut encore définir sa cible, mais certaines maisons d'édition sont peut-être focalisées sur des livres politiques, des livres, des biographies, des livres jeunesse, des livres de développement professionnel ou personnel. Donc, il faut déjà savoir qui est sa cible. Par exemple, si vous vendez des livres jeunesse, votre cible peut être à la fois les enfants, pour les ados qui sont en ligne, comme ça peut être aussi les parents. Donc, il faut savoir qui est votre cible, les enfants, les ados, les parents. Est-ce que votre cible, par exemple, est africaine? Africaine, oui, mais dans quelle région en particulier? Donc, tout ça, c'est important. Ensuite, il faut définir ses objectifs. Donc, qu'est-ce que vous voulez atteindre comme objectif de manière claire et précise? Est-ce que vous voulez faire découvrir de nouveaux livres? Est-ce que vous voulez amener les gens à des événements littéraires que vous organisez? Est-ce que vous voulez vendre en ligne directement? Il faut savoir ces objectifs-là. Ensuite, il faut choisir les réseaux sociaux appropriés parce que chaque réseau social, comme on l'a vu, a ses propres spécificités et peut attirer un public différent. Si vous voulez toucher les adolescents, le meilleur endroit, ce n'est pas Facebook aujourd'hui, malheureusement. Même si on a encore des ados sur Facebook, le meilleur endroit, si vous voulez toucher des adolescents, ça va être TikTok aujourd'hui et Instagram. Si vous voulez toucher des parents, quand je parle de parents aujourd'hui, c'est la trentaine, à partir de la trentaine et plus, Facebook et Instagram, c'est encore l'idéal. Si vous voulez toucher des professionnels, par exemple des écoles, par exemple, pourquoi pas, ça peut être aussi Facebook, on peut avoir Twitter, on peut avoir LinkedIn. Donc, il faut choisir les réseaux sociaux qui sont appropriés et il faut aussi le faire en fonction de ses propres moyens. Donc, est-ce que vous avez la possibilité de créer, par exemple, beaucoup de contenu vidéo? En fonction de ça, vous allez déterminer quel est le réseau social vers lequel vous orientez. Ou lorsque vous choisissez le réseau social vers lequel vous orientez, vous allez déterminer quel type de ressources humaines vous avez besoin, de quel type de ressources humaines vous avez besoin, ou alors quelles sont les compétences que vous-même aussi vous devriez développer pour pouvoir exceller sur ce réseau-là. Ensuite, il faut créer régulièrement un contenu de qualité. Et le contenu de qualité, il doit être informatif, intéressant et engageant. Il faut interagir avec la communauté. Pour pouvoir amener les gens à être présents fréquemment sur vos réseaux sociaux, il faut que vous puissiez répondre aux commentaires, que vous puissiez poser des questions de temps en temps à votre communauté, que vous puissiez organiser des jeux concours. L'idée ici, c'est vraiment d'engager les gens parce que si vous créez une page sur laquelle vous ne venez que publier les livres pour les vendre, déjà Facebook va diminuer la portée de vos publications. Donc, il ne suffit pas juste de venir et quand vous faites sortir un nouveau livre, vous publiez le livre et dire, OK, je viens de faire sortir X, il est disponible dans telle librairie à tel prix. Non. Il faut que constamment vous publiez un contenu engageant et que vous puissiez en fait amener votre communauté
à répondre, à poster des commentaires, que vous répondiez à leurs commentaires pour qu'ils aient envie d'interagir avec vous, que vous puissiez lancer des jeux concours qui vont les amener encore une fois à interagir, que vous leur posiez des questions, par exemple, quel est le dernier livre que vous avez lu, quel est le livre qui vous a fait pleurer, des questions vraiment qui peuvent susciter un débat, susciter des discussions. Il faut également analyser vos performances, les performances de votre contenu pour savoir ce qui fonctionne et ce qui doit être amélioré. Je l'ai mentionné un peu plus tôt, c'est vrai que les réseaux sociaux, ce n'est pas vraiment une formule toute faite en fait. C'est-à-dire que du jour au lendemain, avec les algorithmes surtout, les choses changent. Mais en même temps, vous avez la possibilité de remarquer le contenu qui engage le plus votre audience. Qu'est-ce qui les intéresse davantage? Vous allez remarquer, par exemple, que sur la plupart des réseaux sociaux, même les réseaux sociaux où on peut publier des textes, vous allez avoir beaucoup plus d'engagement si vous mettez des images qui sont belles et attrayantes. Donc, sur Facebook, on peut publier de très longs textes, mais si vous voulez avoir un certain engagement, il faut que vous publiez de belles images également qui vont accompagner ces textes-là. Donc, en analysant les performances de votre contenu, vous serez capable de savoir ce qui marche le mieux et l'utiliser plus fréquemment. Vous pouvez également collaborer avec des créateurs de contenu. Donc, les collaborations avec des influenceurs peuvent aider à toucher un public plus large et à renforcer la crédibilité de la maison d'édition. Alors, lorsqu'on a fait l'atelier pendant le Salon du Livre d'Abidjan cette année, il y a des personnes qui avaient quand même certains a priori par rapport aux influenceurs. Quand on parle d'influenceurs, ce n'est pas forcément des personnes de mauvaise moralité ou... Parce que quand on parle d'influenceurs, c'est surtout des créateurs de contenu. Et les influenceurs, ça peut être des personnes qui sont juste engagées aussi sur la thématique du livre. On a ce qu'on appelle les micro-influenceurs. Des personnes qui vont peut-être juste avoir des communautés de 1000 à 10 000 personnes, mais des personnes qui comment dire ça, qui ont confiance en fait en leur contenu, en leurs recommandations livresques et donc qui ne vont pas hésiter en fait à acheter les livres que ces personnes-là proposent. Et pour trouver les influenceurs, c'est pas compliqué. Vous pouvez suivre les hashtags sur les réseaux sociaux. Par exemple, des hashtags qui sont très utilisés sur Instagram, c'est Bookstagram. Sur TikTok, c'est BookTok. Pour des personnes qui vivent en France, on a BookTok France, par exemple, où on a le club des lecteurs qui est utilisé. Et vous pouvez même juste chercher en ligne sur Google hashtag autour du livre et vous allez voir plein de recommandations. Et de manière générale, les réseaux sociaux sont organisés de telle sorte que si vous êtes dans une région particulière, vous allez recevoir les contenus, en fait, avant tout, des personnes qui sont actives dans votre région. Donc, ça peut vous faciliter pour découvrir les créateurs de contenu les plus populaires chez vous. Et ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez avoir des créateurs de contenu qui ne parlent pas forcément de livres, mais qui parlent de thématiques qui sont abordées dans vos livres. Donc, malheureusement, je ne sais pas quel type de livres sont produits par les maisons d'édition qui sont en ligne aujourd'hui. Mais si, par exemple, vous avez des livres, je vais parler encore de développement professionnel ou personnel, vous pouvez contacter des créateurs de contenu qui publient, qui parlent de développement personnel ou professionnel pour leur proposer vos livres et leur proposer en fait de faire des publications. Là où il y a un peu de difficultés, c'est que les créateurs de contenu qui parlent de livres, généralement, oui, parfois ils sont payants, mais généralement, comme ce sont des passionnés de livres, ils peuvent demander des montants assez modestes ou parfois ils peuvent même le faire gratuitement s'ils ont aimé le livre que vous leur avez proposé. Des créateurs de contenu qui ne sont pas forcément alignés sur la thématique des livres, vous devez trouver le moyen de les encourager. Parfois, ça nécessite de l'argent et malheureusement, comme on a surtout des maisons d'édition indépendantes qui n'ont pas forcément de gros moyens, c'est toujours un peu difficile en fait d'avoir des collaborations payantes avec des créateurs de contenu. Mais on a vraiment beaucoup de moyens pour pouvoir convaincre les créateurs de contenu ou les influenceurs. Certaines maisons d'édition, par exemple, collaborent avec des créateurs de contenu pour publier des livres. Je ne parle pas de publier des livres qui ne sont pas alignés avec votre stratégie éditoriale, non. Mais il faut juste trouver des créateurs de contenu
qui produisent un contenu qui est aligné avec vos valeurs, avec ce que vous vous proposez en tant que maison d'édition. Et pourquoi pas les amener à écrire un livre sur ces thématiques-là. Et ensuite, ça va permettre d'attirer davantage l'attention sur les autres livres aussi que vous avez. Comment produire un contenu de qualité? Alors, l'une des choses à faire, c'est de varier les formats de contenu. Donc, ça permet d'éviter la monotonie, peu importe la plateforme que vous utilisez. Si vous utilisez, par exemple, Instagram, certes, vous allez publier surtout des images, mais vous pouvez aussi publier des vidéos, vous pouvez publier des visuels qui sont des textes, des extraits de livres. Après, je vais essayer de me connecter sur les différentes plateformes pour vous donner une idée de contenu existant sur lesquels vous pourriez, desquels vous pourriez vous inspirer. Donc, il faut varier les types de contenus pour éviter la monotonie. Vous pouvez utiliser des images, des vidéos, des infographies, des sondages, des quiz, des stories pour présenter votre contenu de manière originale et ludique. On a la plateforme Canva qui est idéale pour concevoir facilement des visuels. Donc, s'il y en a qui ne connaissent pas Canva, c'est juste canva.com. Et à travers cette plateforme-là, vous pouvez vraiment créer tout type de visuels et même des vidéos aussi que vous allez utiliser sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez utiliser des images et des vidéos attrayantes. Donc, les publications accompagnées de beaux visuels ont tendance à susciter plus d'engagement que les publications textuelles. Il faut tenir compte de la qualité de l'image, de la luminosité, du décor et de la mise en situation. Aujourd'hui, avec les smartphones, on peut avoir des photos et des vidéos de bonne qualité juste avec un appareil, un téléphone, un smartphone. Donc, il faut juste s'assurer qu'on est dans un bon environnement, qu'on a de la lumière et puis, voilà, faire des photos ou des vidéos. Il faut raconter des histoires. Donc, les gens aiment les histoires et c'est l'un des meilleurs moyens pour engager votre audience sur les réseaux sociaux et faire découvrir les livres. Donc, vous pouvez raconter des histoires liées à votre catalogue de livres, au processus de publication ou encore des anecdotes sur les auteurs. Donc là, je parle déjà des maisons d'édition, mais c'est pareil pour des écrivains ou pour des bibliothèques. Il y a tellement d'histoires autour du livre qu'on peut raconter, comme ça peut aussi être même des extraits des livres que vous proposez, que vous pourriez partager sur les réseaux sociaux. Donc, les publications doivent être divertissantes, intéressantes et éducatives. Vous pouvez encourager la participation de votre communauté. Donc, on l'a déjà mentionné un peu plus tôt. Donc, poser des questions, faire des sondages, des concours et demander aux abonnés aussi de partager leur expérience de lecture en utilisant des hashtags particuliers. Donc, ça va stimuler l'interaction et l'engagement sur vos pages. Vous pouvez également créer un calendrier de contenu. Donc, cela permet de maintenir une fréquence de publication régulière et de prévoir à l'avance les événements importants. Alors, quand on parle d'événements importants ici, on a par exemple les journées internationales. Donc, on a la journée internationale du livre, mais on a aussi d'autres journées internationales qui peuvent être liées à vos livres. Par exemple, si vous avez un livre qui parle de féminisme ou bien qui parle juste de la cause des femmes, un livre qui parle d'excision ou d'éducation, vous pouvez choisir en fait les journées internationales liées à ces thématiques-là et prévoir un contenu spécifique en mettant en avant des livres que vous proposez. Les différentes applications des réseaux sociaux permettent de planifier le contenu à l'avance et il y a des outils comme Hootsuite qui permettent aussi de le faire sur plusieurs réseaux sociaux au même moment. Donc, si vous êtes sur Facebook, par exemple, vous avez la possibilité de planifier. Lorsque vous avez une page, on ne peut pas le faire avec les profils personnels. Et c'est très important d'avoir des pages pour vos réseaux sociaux. Donc, si vous avez une page Facebook, vous avez la possibilité de planifier votre contenu sur la semaine. Donc, dès le lundi, vous planifiez en fait toutes les publications qui doivent sortir jusqu'au dimanche. Et ça facilite un peu plus la création et la publication de contenu de manière régulière. Comment est-ce que vous pouvez mesurer l'efficacité de votre stratégie sur les réseaux sociaux? Vous pouvez le faire en mesurant l'engagement. Donc, vous pouvez regarder le nombre de likes, de commentaires et de partages que les publications reçoivent.
plus l'engagement est élevé, plus votre stratégie est efficace. Donc, on l'a mentionné, si vous avez besoin de savoir quel type de contenu fonctionne, regardez en fait les types de contenus qui engagent le plus votre audience sur les réseaux sociaux. Ensuite, vous pouvez suivre les indicateurs clés de performance qui peuvent inclure le nombre d'abonnés, le taux d'engagement, le taux de conversion et le nombre de clics sur les liens. Et tous ces outils-là, vous pouvez les retrouver en fait directement sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Instagram. Ils vous permettent d'avoir une idée de l'engagement et des indicateurs clés de performance de vos publications. Vous pouvez également le faire en analysant le trafic du site web. Alors, j'avais parlé au préalable du fait de savoir quel est l'objectif de votre utilisation des réseaux sociaux. Alors oui, vous voulez faire découvrir les livres. Parfois, certaines organisations ont des sites web et leur objectif en utilisant les réseaux sociaux, c'est de ramener du monde aussi sur le site web. Donc, vous pouvez utiliser des outils comme Google Analytics pour voir en fait le nombre de visiteurs sur votre site web qui viennent des réseaux sociaux. Donc, ça va vous permettre de mesurer l'efficacité de vos publications. Ensuite, vous pouvez analyser les commentaires et les messages privés. Donc, les maisons d'édition, par exemple, peuvent mesurer l'efficacité de leur stratégie en lisant les commentaires et les messages qu'ils reçoivent sur les réseaux sociaux. Donc, les commentaires positifs vont indiquer que la stratégie est efficace. Des commentaires négatifs peuvent indiquer que les ajustements sont nécessaires. Et l'une des raisons aussi pour lesquelles les commentaires et les messages sont importants, c'est qu'ils peuvent en fait vous permettre de savoir comment réorienter votre stratégie ou bien quel type de contenu créer. Donc, lorsque généralement dans vos commentaires, vous allez avoir des gens qui vous demandent où trouver tel livre, combien coûte le livre ou bien encore une fois, comment publier un livre. Si vous recevez ce genre de message de manière fréquente ou dans les commentaires, bah, ça vous donne une idée de publication que vous pouvez faire tout simplement. Donc, si vous recevez des messages fréquemment sur où trouver les livres, vous pouvez faire à la fois des textes où vous expliquez où vos livres sont disponibles. Vous pouvez faire des vidéos. C'est pour ça que je parlais de varier le type de contenu que vous publiez. Donc, pour une même thématique, vous pouvez publier à la fois des textes, des images et des vidéos sur le même thème, en répondant aux mêmes questions. Et ça vous permet de toucher encore plus de personnes. Alors là, je vais juste partager quelques exemples d'écrivains donc, qui sont très présents sur les réseaux sociaux. On a Jaili Amadou Amal, qui est une communauté de plus de 140 000 followers. Alors, bien sûr, on est conscient qu'il y a certains qui ont des avantages particuliers parce que Jaili Amadou Amal, grâce au prix qu'elle a remporté avec ses livres et surtout Les Impatientes, elle a quand même eu une certaine notoriété, donc qui facilite l'engagement qu'elle peut avoir sur ses réseaux sociaux. Mais en même temps, ça reste quelqu'un qui publie de manière fréquente. On ne sait pas si c'est elle-même qui publie ou comme elle peut avoir aussi un community manager pour publier pour elle. Mais elle va publier fréquemment son avis sur certaines thématiques. Elle va publier aussi donc les sorties de ses livres ou les événements auxquels elle participe. Et tout ça, ça permet en fait d'engager le lecteur et de donner envie au lecteur aussi d'aller lire ses livres. Au niveau de Aya de Yopougon, donc ici, plutôt que l'auteur, en fait, c'est plutôt le livre qui est mis en avant. Bon, je pense que la majorité connaît Aya de Yopougon. C'est une BD, une série de BD qui est très populaire en France et en Afrique francophone. Et ils ont carrément créé, en fait, une page Facebook pour le livre, donc pour le personnage de Aya de Yopougon. Donc, je pense que Marguerite Aboué, elle a un compte Facebook personnel, mais c'est surtout la page de Aya de Yopougon qui va être utilisée pour promouvoir les sorties des différents tomes. Et l'une des choses intéressantes avec Aya de Yopougon, c'est que si vous allez sur la page, vous voyez par moment des bribes en fait du processus d'impression. Donc, on va avoir quelques dessins qui vous donnent un aperçu de ce qui va sortir dans le tome suivant.
On va aussi avoir des images, par exemple, dans l'imprimerie. Et tout ça, ça contribue en fait à maintenir l'enthousiasme, l'engouement des lecteurs qui sont fans. Donc, bien sûr, encore une fois, ici, c'est quand même des personnes ou des livres qui ont déjà eu une certaine popularité, même en dehors des réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux contribuent à renforcer en fait l'engagement avec les lecteurs. Des exemples un peu plus modestes. Ici, c'est des exemples en Côte d'Ivoire que j'ai pris majoritairement. On a les belles histoires de Jenny. Alors, pourquoi je l'ai prise comme exemple? En fait, c'est une écrivaine qui publie ses livres à compte d'auteur et qui a commencé avec des chroniques qu'elle publiait sur Facebook. Donc, sa page, c'est les belles histoires de Jenny. Elle a plus de 54 000 abonnés. Et sa communauté, en fait, lui permet de vendre assez facilement ses livres. Bon, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'elle vend des millions d'exemplaires, mais aujourd'hui, elle a publié quatre ouvrages et sans avoir de maison d'édition, elle a vendu quand même plus de 5 000 livres. Je ne sais plus en quelle année elle a publié le premier livre, mais le tout premier livre, elle a pu vendre plus de 2500 exemplaires. Le dernier livre qui est en couverture, Moi, maîtresse, qui est sorti, je pense, cette année, a également été écoulé à plus de 2000 exemplaires. Donc, elle, le fait d'utiliser en fait Facebook avec une forte communauté fait que chaque fois, elle va publier par exemple des extraits des livres qui doivent sortir, elle va publier des résumés de ces livres-là et sa communauté qui est très engagée, en fait, a davantage envie de se procurer ces livres. Et au-delà des livres qu'elle publie, elle va continuer à publier des histoires, en fait, qui ne sont pas forcément dans ses livres, mais des histoires qui touchent, en fait, ses lecteurs et leur donnent envie, en fait, de découvrir les livres de l'auteur. Ensuite, on a Isaïe Biton Koulibaly, qui est un auteur qui est ivoirien, qui est décédé. Mais j'ai voulu prendre son exemple parce que c'est l'auteur, même aujourd'hui, je pense, ça doit être l'auteur le plus lu en Côte d'Ivoire. Bien sûr, c'est aussi lié au type de livre qu'il produisait. C'était surtout des histoires. On a pas mal de nouvelles, on a des histoires romantiques, des histoires qui sont un peu liées à des faits de société. Mais l'un des avantages, c'est l'utilisation, c'est le fait d'avoir cette combinaison entre le virtuel et la réalité. Donc, parce que Isaïe Biton Koulibaly, il a quand même, il avait un club de fans. Isaïe Biton Koulibaly, ce club de fans-là a son groupe sur Facebook. Donc, ça permet de renforcer encore une fois les liens, non seulement avec l'auteur, mais aussi entre les lecteurs eux-mêmes. Donc, en tant qu'écrivain ou en tant que maison d'édition, si vous êtes une maison d'édition qui accompagne un écrivain, vous pouvez l'encourager, par exemple, à créer sa propre page sur les réseaux sociaux, à créer un groupe où vous, en tant que maison d'édition, vous pouvez créer des communautés de lecteurs autour des livres que vous publiez, encourager les conversations autour de ça. Donc, lui, il a 38 000 abonnés, 39 000 abonnés même, et Jenny, elle a 54 000 abonnés. Ensuite, on a des exemples avec les librairies. Donc, encore une fois, j'ai pris des librairies en Côte d'Ivoire. On a les librairies Kena. Dans le cas des librairies Kena, ce ne sont pas des livres africains, mais plutôt des livres d'auteurs américains traduits en français. Donc, ce sont les livres Nouveaux Horizons qui sont sponsorisés par le département d'État américain. Donc, les librairies Kena publient de manière régulière des résumés, des livres, mais aussi des événements qui sont organisés à la librairie. Aujourd'hui, la librairie a un club de lecture pour les femmes qui ont envie de se construire personnellement ou professionnellement. Et l'un des avantages aussi des librairies Kena, c'est que c'est une librairie qui a été mise en place par le docteur Khan, donc qui est sur la photo. Et elle-même, en tant que personne, en tant que personnalité, elle avait déjà une très bonne audience. Donc, elle a pu utiliser son audience personnelle, sa communauté personnelle pour pouvoir agrandir la communauté de la librairie. Mais même lorsqu'on n'a pas cet avantage-là, en tant que librairie aussi, on a la possibilité de créer du contenu de manière fréquente, un contenu engageant qui va permettre d'attirer les personnes et de faire découvrir en fait les livres qu'on propose.
Le deuxième exemple ici, c'est la librairie de France Group qui a plus de 93 000 abonnés. Ils ont quand même l'avantage d'être l'une des plus anciennes librairies, sinon probablement la plus ancienne librairie en Côte d'Ivoire. Donc, eux, ils vont par exemple utiliser, je montre juste un exemple, mais par exemple, ils vont utiliser la photo de couverture sur Facebook pour mettre en avant euh, les nouvelles sorties. Ici, c'est les coûts de la vie, qui est un livre assez populaire aussi en Côte d'Ivoire, donc facilement attirer le regard des abonnés qui vont aller sur la page. La librairie de France également propose d'autres articles. Donc, en même temps qu'ils vont attirer des personnes qui recherchent d'autres articles comme des articles électroniques, des téléphones, des trépieds, mais ils peuvent aussi attirer ces mêmes personnes-là vers les livres qu'ils proposent sur leur plateforme. Et l'un des avantages aussi de ces deux pages-là, c'est que on a des community managers, donc les gestionnaires des pages vont très souvent interagir en fait avec les personnes qui commentent leurs publications. Et ça favorise aussi la découverte des livres et puis la vente des livres. D'autres exemples, ce sont les clubs de lecture. Alors, j'ai mis l'exemple des clubs de lecture parce que, en tant qu'acteur du livre, c'est important, vous, de savoir quels sont les clubs de lecture qui existent dans vos communautés et de pouvoir aussi collaborer avec ces clubs de lecture-là. Alors, en Côte d'Ivoire, on a, par exemple, le Mosaïque Book Club et le club Un mois, un livre. J'ai moi-même un club de lecture, lire, discuter et manger, mais par contre, je n'ai pas de page spécifique pour le club de lecture. J'utilise plutôt la page de mon blog pour promouvoir les activités du club de lecture. Donc, ici, c'est des clubs de lecture qui ont une audience assez modeste, autour de 1900 abonnés. Mais ce sont des clubs, en fait, qui permettent justement d'attirer l'attention sur certains livres. Personnellement, il y a des livres que j'ai découverts en suivant ces clubs de lecture-là ou en suivant les membres du club de lecture. Donc, l'un des avantages, c'est que puisque ces clubs de lecture-là regroupent plusieurs personnes, chaque fois que les abonnés, les membres du club de lecture vont publier autour des livres qu'ils vont lire, plusieurs autres personnes, en fait, vont également découvrir ces livres-là. Donc, les maisons d'édition peuvent collaborer avec les fondateurs des clubs de lecture pour faire inviter leurs auteurs aux séances de lecture et puis faire découvrir leurs livres à d'autres personnes dans leur communauté. Enfin, en termes d'outils et ressources que moi, je recommande, on a surtout Canva, que j'ai mentionné au préalable, qui est une plateforme en ligne qui permet de créer facilement des designs professionnels, même si vous n'avez pas d'expérience en design graphique. On a ChatGPT, qui est une intelligence artificielle qui simule la conversation humaine, qui peut répondre à des questions et fournir des informations. Alors, pourquoi je recommande ces deux-là? Parce que je pense que n'importe qui, vraiment n'importe qui a besoin de développer une stratégie pour mieux promouvoir les livres sur les réseaux sociaux peut utiliser ChatGPT pour avoir des idées, en fait, pour utiliser tous les réseaux sociaux qui existent. Donc, même si aujourd'hui, je pense que le cours a été assez rapide et je sais que je parle très vite, donc vous pourrez poser les questions sur les éléments qui vous intéressent. Mais même si aujourd'hui, vous n'avez pas tous les éléments nécessaires, vous pouvez toujours recourir à ChatGPT, qui est un peu le nouveau Google, même si c'est différent, pour avoir des idées pour mieux promouvoir vos livres. Donc, par exemple, si vous avez besoin d'une stratégie de publication autour d'un livre. Vous pouvez mettre le résumé du livre sur ChatGPT et lui dire tout simplement, propose-moi une stratégie de publication sur Facebook pour une semaine entière pour promouvoir ce livre-là. Ensuite, Canva pourra vous être utile pour créer des visuels pour mettre en avant vos publications. Enfin, la dernière ressource, donc, c'est le site Internet qui vous permettra d'avoir des données sur l'utilisation des réseaux sociaux dans vos différentes localités. Donc, voilà un peu résumé quelques idées pour pouvoir faire découvrir les livres à travers les réseaux sociaux. Donc, je me suis beaucoup plus axée sur Facebook, mais on a la possibilité d'avoir des questions pour des personnes qui sont intéressées par les autres réseaux sociaux
on pourra en discuter maintenant dans la partie questions et réponses. Alors, Octavio et Annie-Josée, je vous redonne la main, peut-être pour orienter la session de discussion. Oui, merci Chanté, merci beaucoup pour ta présentation. Je crois que, en tout cas, moi, en ce qui me concerne, je sors de là bien éclairée sur un certain nombre d'aspects par rapport à la découvrabilité des livres francophones. Je pense et j'espère que c'est le cas également pour les participants présents. Je vais donc ouvrir la session des questions-réponses et peut-être que avant de passer la parole à ceux qui le souhaitent, je peux poser deux, trois questions. Oui. Tu as parlé de beaucoup de choses. Je voudrais que tu reviennes assez rapidement parce que c'est pas toujours évident. Par exemple, sur Facebook, tu as parlé de la... Est-ce que tu peux nous faire la différence, nous dire quelle est la différence exacte alors qu'il existe entre une page et un profil personnel? Parce que il me semble que c'est souvent assez difficile lorsqu'on est déjà sur Facebook avec son profil personnel de Oui. créer une page qui soit différente de ce profil-là. D'accord. Ça, c'est la première question. L'autre question, elle a trait à l'expérience que tu as. Je voulais savoir, est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que tu choisis tes livres? Tu en as parlé, mais est-ce que c'est plus souvent des coups de cœur ou alors c'est souvent des éditeurs qui font appel à toi pour écrire ou pour dire des choses sur des livres qu'ils vont sortir ou qu'ils ont publiés? OK. Donc voilà pour ce qui est de mes questions. Peut-être que pour la suite, s'il y a des questions, on prendra par série de 3. C'est une proposition. Tu y répondras et on prendra la prochaine série. D'accord. Est-ce que ça te va? Je pense que je peux répondre à tes deux questions et ensuite on pourra aller Oui, par série de 3. Donc, d'accord. OK. je vais essayer de repartager mon écran. Alors là, vous risquez de voir beaucoup de choses un peu, de nombreuses choses sur mon écran, mais j'essaie de voir. Donc là, vous arrivez à voir. Oui, oui, tout à OK, fait. Très bien. d'accord. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai mis ma page Facebook. Là, je n'ai plus accès à mon ancien compte Facebook parce que j'ai été piratée. Donc, je suis en train d'attendre une réponse de Facebook pour avoir accès à mon profil personnel. Mais la page Facebook, en fait, la particularité, c'est que contrairement au profil Facebook où vous avez des amis, c'est-à-dire que sur votre profil Facebook, pour que les gens puissent voir votre contenu, il faut que vous soyez amis, à moins que vous ouvriez en fait au public. Mais sur une page Facebook, tout le monde peut vous suivre. Donc, la page Facebook, elle vient aussi avec des statistiques que vous n'allez pas avoir avec un profil Facebook. Donc, là, comme je n'ai pas accès à ma page Facebook, je ne peux pas forcément vous montrer la partie statistique et tout ça. Mais l'avantage de la page Facebook, c'est que vous pouvez avoir des statistiques sur vos publications. Vous pouvez faire également des publicités de vos publications, ce qui n'est pas possible avec un compte personnel. Donc ici, par exemple, alors, j'essaie de déplacer la barre de truc. OK. Alors ici, par exemple, là, c'est un profil personnel que j'ai créé juste comme ça pour pouvoir avoir regardé encore Facebook. Donc, c'est un nouveau profil. Mais le profil personnel, donc, tout le monde peut le créer. Et la page Facebook, elle peut être créée à partir du profil personnel. Alors, j'essaie de voir, est-ce que je me rappelle même du processus? J'essaie de montrer. Alors, déjà, quand vous cliquez sur l'onglet de Facebook, vous allez avoir différentes options. Si vous créez sur groupe,
ici, vous voyez que vous avez la possibilité de créer un groupe. Donc, en termes de communauté qu'il y a, donc il y a les groupes, vous pouvez créer un groupe à partir de votre profil personnel et vous pouvez aussi créer une page. Ici, vous voyez, il y a affiché page. Donc, si vous cliquez sur page, vous pouvez faire créer une page et ensuite vous suivez juste en fait les différentes étapes. Donc, la particularité de la page, c'est que avec votre profil Facebook, par exemple, ça peut être réservé uniquement aux personnes que vous connaissez dans la vie réelle, des personnes avec qui vous avez envie d'échanger et tout ça. Et ça reste privé, personnel. Maintenant, la page Facebook, vous allez l'utiliser en fait à titre beaucoup plus professionnel. Donc, si vous êtes une maison d'édition, si toi, Annie-Josée, par exemple, tu as ta maison d'édition, tu peux décider d'avoir ton profil personnel où tu interagis avec tes amis, ta famille, et tu crées une page Facebook spécifique pour ta maison d'édition. Est-ce que tu arrives à voir la différence là? Oui, 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 je posais la question de Pour d'autres manière personnes, générale. là. Oui, oui, Voilà, bien sûr. Voilà. oui, Donc, voilà. voilà un peu la différence. Donc, le profil personnel, donc, c'est plus privé pour la sphère privée, même si aujourd'hui, on a des personnes qui utilisent leur profil personnel aussi un peu comme une page. Et je le faisais d'ailleurs parce que tout le monde pouvait avoir accès à mon profil personnel. Mais on va partager des informations là-bas qui vont être différentes de la page, puisque la page va être beaucoup plus professionnelle. Donc, voilà un peu la différence. Alors, ta deuxième question, c'était comment est-ce que moi, je choisis les livres que je lis. Alors, moi, c'est un peu de tout. C'est surtout des coups de cœur que je lis. Je lis en fonction de mes besoins du moment. Donc, parfois, ce sont des livres que j'ai vus chez des amis qui me parlent. Ça peut être des livres que je découvre sur les réseaux sociaux de personnes que je suis, que je ne connais pas forcément personnellement. Parfois, moi, je n'ai pas collaboré directement avec des maisons d'édition, mais parfois, c'est des auteurs eux-mêmes aussi qui me proposent de lire leurs livres. Je l'ai déjà fait aussi bien, j'ai déjà lu des livres aussi bien gratuitement que parfois à travers des collaborations payantes. Mais je fais rarement les collaborations payantes parce que je préfère lire les livres, en fait, selon mon envie du moment. Et quand c'est payant, parfois, il y a un peu cette obligation de lire à l'instant T. Donc, je fais rarement les collaborations payantes maintenant. Donc, voilà un peu pour répondre à ta question. Et je redonne la parole pour les autres personnes qui auraient des questions également. Merci, merci à toi, Chanté. Est-ce que parmi les participants, il y en a qui souhaitent prendre la parole, poser une question, des observations, par exemple? Vous prenez la parole, hein, c'est libre. Vous présentez juste nom, prénom, pays, structure. Allô? Voilà. Oui, Allô? oui, on vous entend. Ok, très bien. Merci pour cette belle présentation et les belles idées qu'elle nous a données. Bon, je n'ai pas de vidéo, donc on ne peut pas vous déranger. Moi, c'est Nassim Thomas Aurélien, édition Temps, D'accord. au Cameroun. Je pense que Annie José m'a aussi envoyé un mail, je crois, la semaine passée. Oui, tout à fait. C'est un plaisir de te voir. Bienvenue à toi. Merci, merci. Voilà, je voulais savoir, puisqu'on a essayé de faire une sorte de ramasser sur les différentes plateformes sociales, qu'en est-il du site web? Pensons-nous que est-ce qu'il est encore nécessaire d'avoir un site web parce que tout le monde se rue vers les réseaux sociaux? Est-ce qu'il est encore vraiment nécessaire d'avoir le site web ou alors on peut se contenter uniquement des réseaux sociaux? Merci. OK. Merci. Prochaine C'est, question. je note, Est-ce que, oui, si on a d'autres après. oui, tu peux noter s'il y en a une autre après. Donc, juste pour résumer, est-il encore nécessaire d'avoir un site web alors qu'on a une multitude de réseaux sociaux dont on peut se servir pour faire la promotion de ses livres, de ses activités, que l'on soit une maison d'édition, une librairie, une bibliothèque, etc. Moi, j'aimerais bien prendre la parole. Véronique Girard.
de Oui. l'OIF. Oui, En fait, Véronique. d'abord, je vous remercie pour la présentation. C'était très intéressant. Moi, ce qui m'inquiète, ou je ne sais pas si c'est une inquiétude, mais c'est le temps. J'aimerais savoir quel temps vous consacrez à votre communication sur les réseaux sociaux pour pouvoir avoir, donc vous avez parlé d'interaction, de jeu, etc. Donc, ça demande un travail de rédaction assez conséquent, ça demande un travail de vidéo, de photos, choisir ses photos, etc. Donc, il y a tout un travail de création de texte et d'édition. Et donc, je me demandais, pour une maison d'édition, en fait, il faut une personne dédiée, quoi. Parce que quand vous avez un éditeur et une toute petite maison d'édition, alors non seulement il faut une personne dédiée, mais il faut aussi une personne compétente. Je suppose que vous avez fréquenté les réseaux sociaux probablement depuis un certain temps et vous avez, on va dire, développé une certaine compétence, mais tout le monde n'est pas, enfin, tout le monde ne développe pas cette compétence-là Oui. d'un coup de pouce, enfin, d'un claquement de doigts, je veux dire. Et donc, c'est ça, quand on parle d'aider les maisons d'édition à faire découvrir les livres africains et par le numérique, c'est ça. Quel temps il faut-il consacrer et qu'est-ce que ça implique en termes de budget? Est-ce que ça rapporte de l'argent? Est-ce qu'on peut gagner de l'argent en faisant ça aussi, puisqu'il faudra financer des gens pour le faire, etc. Merci beaucoup. Merci, Véronique. Troisième question de la série, avant de passer la parole à Sylvie. Est-ce qu'il y a une question? Non. Alors, moi, je vais poser la troisième question. Chanté, tu as abordé la question de ChatGPT. Mhm. Je pense que tu n'es pas sans ignorer le débat actuel et les procès contre les promoteurs de cette application aujourd'hui dans le monde de, de l'édition. Alors, peut-être que tu pourrais revenir encore sur comment utiliser ChatGPT dans l'industrie du livre sans pour autant que cela fasse procès ensuite pour les différents utilisateurs. Je ne sais pas si tu as compris ma question, sinon je pourrais la repréciser. Donc voilà pour la première série de trois questions. D'accord. Ceux qui voudraient poser, juste préciser que ceux qui voudraient poser des questions ensuite, peut-être juste lever la main, qu'on leur passe la parole après. D'accord. Voilà. OK. Merci beaucoup, Annie-Josée. Donc, la première question, c'est est-ce qu'il faut encore avoir des sites web avec les réseaux sociaux? Est-ce que c'est encore nécessaire d'avoir des sites web avec l'utilisation des réseaux sociaux? Et personnellement, je crois que oui. Je crois que ça reste très important. Mais comme je l'ai mentionné, ça peut être aussi un blog. Le site web, c'est pas forcément créer quelque chose d'assez coûteux. Tout dépend des moyens dont dispose l'organisation. Pourquoi le site web reste important? Déjà, le site web aussi, il peut vous permettre de vendre vos livres. Pour ceux qui vendent des livres en ligne, à travers votre site web, vous pouvez vendre les livres. Mais au-delà de ça, c'est surtout que vous avez le contrôle sur votre site web. Oui, c'est vrai qu'il y a toujours le risque de pouvoir être hacké, comme c'est le cas avec les réseaux sociaux. Mais le site web, vous avez beaucoup plus de pouvoir, en fait, qu'avec les réseaux sociaux. Et je l'ai mentionné, par exemple, que moi, je n'ai plus accès à mon profil personnel Facebook parce que Facebook a désactivé mon compte. Donc, si je ne me basais que sur mon compte Facebook pour faire mes publications, ça veut dire que j'allais perdre en fait toutes les données que j'avais publiées sur Facebook. Mais ma chance est que la plupart des articles que je publiais de manière entière sur Facebook étaient des articles que je publiais d'abord sur mon blog. Donc, c'est toujours important d'avoir un site web pour votre référencement en ligne, c'est important, mais aussi pour pouvoir avoir le contrôle sur vos propres publications et sur vos données. Donc là, moi, je suis catégorique. Vous pouvez être très actif sur vos réseaux sociaux, mais il ne faut pas négliger
votre site web. Après, c'est vrai que les sites web n'ont pas la même portée que par le passé, mais pour moi, ils existent un peu plus comme une sorte d'archive en fait. Donc, de base de données qui vous permettra de rebondir, même si un jour vous devez créer un nouveau compte pour X ou Y raison. Donc là, voilà la réponse par rapport à ça. La deuxième question, c'était de Véronique. Quel temps est-ce que je consacre ou quel temps est-ce qu'on consacre en fait aux réseaux sociaux? Alors, c'est très vrai j'ai souvent eu ce retour-là par rapport au fait que la publication sur les réseaux sociaux nécessite énormément de temps, surtout quand il s'agit de maisons d'édition. Et en plus, l'une des difficultés, c'est que les gérants de maisons d'édition ou bien même les acteurs, la plupart des acteurs dans l'industrie du livre aussi, sont quand même d'un certain âge et qui ne sont pas forcément aussi à l'aise avec l'utilisation des réseaux sociaux. Ça reste, ça reste un défi, mais en même temps, moi, l'une des suggestions que j'avais fait à d'autres maisons d'édition, c'était de voir si vous avez la possibilité de collaborer, par exemple, avec des jeunes étudiants, des étudiants qui aiment lire, qui pourraient venir faire des stages ou faire du bénévolat avec la maison d'édition et ensuite créer du contenu à travers ça. J'ai mentionné le fait que vous avez la possibilité de préparer un calendrier éditorial en début de semaine ou à n'importe quel moment de la semaine, bien sûr. Votre calendrier éditorial peut vous faciliter les publications, c'est-à-dire vous pouvez décider de prendre, disons, 2 heures de temps le lundi. J'avais mentionné ChatGPT, donc on va y revenir. Vous partez par exemple sur ChatGPT, propose-moi une stratégie de publication pour toute la semaine. Vous allez avoir une liste de choses que vous pouvez publier. Donc, par exemple, lundi, vous pouvez publier un extrait d'un livre. Mardi, vous pouvez publier une photo avec le résumé du livre. Mercredi, vous pouvez publier un article sur l'un de vos auteurs. Jeudi, vous pouvez publier l'avis d'un lecteur sur un livre. Bien sûr, vous pouvez faire plusieurs publications le même jour, mais ça dépend aussi du temps que vous avez à consacrer. La manière dont il faut voir en fait l'utilisation des réseaux sociaux, c'est comme vous feriez la communication. C'est-à-dire que on a la communication qu'on fait via les canaux habituels, c'est-à-dire la télévision, les journaux. L'avantage des réseaux sociaux, c'est que ça ne coûte pas d'argent. Bien sûr, il y a les publicités qui sont payantes, mais de base, on peut quand même utiliser les réseaux sociaux sans avoir à débourser de l'argent pour faire connaître les livres. Donc, c'est surtout du temps qu'il faut consacrer. Et si on a des personnes jeunes dans l'équipe, on peut aussi les encourager justement à produire ce contenu-là pour nous. Effectivement, ça nécessite beaucoup de temps, mais si on s'organise avec un calendrier éditorial, avec des idées développées dès le départ, ça peut en fait faciliter la publication régulière sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est vraiment pour des personnes qui ne sont pas forcément passionnées par le numérique, mais qui ont envie de saisir l'opportunité pour pouvoir promouvoir les livres. Est-ce que Véronique, ça répond à votre question? Oui, ça répond, merci. Mais alors, vous, personnellement, vous passez combien de temps sur les réseaux sociaux par jour? Oh. En Alors moi, je ne moyenne. suis pas un bon exemple parce que moi, je suis un peu accro. D'accord. Donc, je ne suis pas le meilleur exemple. Mais par Mais exemple, moi, dernièrement, je parle que pour votre travail de publication sur les éditions, les Mhm. livres, etc., pas sur votre temps Oui. personnel pour d'autres choses, hein. Alors, moi, alors, bien sûr, moi, je ne fais pas d'édition. Moi, je fais surtout du blogging pour la promotion Oui. des livres. Donc, ça dépend des périodes. Par exemple, là, en ce moment, parce que je ne suis pas bien portante, je ne fais pas du tout de publication en ce moment sur les réseaux sociaux. Mais mon rythme, de manière générale, c'était de faire une publication. Quand j'essaie, par exemple, de lire un livre par semaine, donc j'écris un article à la fin de chaque lecture et je partage, en fait, le livre sur les réseaux sociaux. Donc, en termes de publication en tant que telle, je pourrais dire que ça peut me prendre 1 heure quand même par jour. Ça dépend de tout ce qu'il faut faire, c'est-à-dire écrire un article, publier sur mon blog, ensuite le repartager sur les réseaux sociaux. Quand il s'agit d'une vidéo, ça va prendre beaucoup plus de temps parce que déjà, l'enregistrement de la vidéo peut aller jusqu'à 1 heure de temps. Le montage de la vidéo peut aller également jusqu'à 1 heure de temps, voire plus. Et ensuite, on a les publications. Donc, comment dire ça? Je n'ai pas un volume horaire défini. Ça va vraiment dépendre du type de publication que je dois faire.
Ouais, d'accord. Merci beaucoup, hein. Je vous en prie. Ensuite, la question de d'Annie, c'était par rapport aux réseaux sociaux. Ah, Annie, est-ce que tu peux me dire quel est le débat actuellement sur En, entre les... en- en- Mhm, en réalité, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que je pense en France et même aux États-Unis, mhm, il y a des plaintes mhm, portées contre ces applications-là, surtout ChatGPT, euh, parce que en fait, ce qui se passe, c'est qu'on se rend compte que ChatGPT a été utilisé par est beaucoup utilisé et va puiser dans des contenus de livres d'auteurs encore vivants ou pas du mhm, tout, ou de livres qui sont tombés dans le domaine public mhm, aujourd'hui. Et je voulais savoir, donc ça fait l'objet de débats, ça fait même l'objet de plaintes auprès mhm. de certains tribunaux. Ok. Et donc, je voulais que tu fasses véritablement comment je veux dire, que tu mettes les limites entre l'utilisation de ChatGPT pour éventuellement la promotion de livres sur les Mhm, réseaux sociaux mhm. et ce débat-là. Parce que D'accord. jusque-là, par exemple, on parle en Occident, mais on ne sait pas. Je parle sous le couvert de Octavio qui fait un gros travail de recherche Oui. là-dessus, de l'intelligence artificielle dans la Mhm, littérature, par exemple, et dans la mhm. culture en général, pour qu'on ait une limite entre l'utilisation de ChatGPT, cette application-là, pour la promotion spécifique des livres D'accord. et l'utilisation de ChatGPT pour d'autres causes. Parce que, comme je disais tantôt, on ne sait pas, par exemple, en Afrique aujourd'hui, quelle est la véritable utilisation qu'on fait, par exemple, de cette utilisation-là, Mhm, de cette application-là, par exemple, pour écrire les livres, pour créer, etc., etc. On n'a pas d'accord. encore de données Mhm, véritables là-dessus. d'accord. Merci beaucoup. L'une des premières choses qu'il faut savoir, c'est dommage, mais c'est déjà qu'au niveau du livre africain francophone, ChatGPT n'a même pas encore suffisamment d'informations sur les livres africains francophones. Bon, ça, c'est dommage, mais ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que bien que les outils eux-mêmes peuvent poser des problèmes, c'est surtout l'utilisation qu'on en fait qui est problématique. Donc, c'est vrai que qu'il s'agisse de ChatGPT ou de tout ce qui est intelligence artificielle, on aura encore beaucoup de mal à savoir comment les contrôler et comment imposer certaines limites. Mais le problème, c'est surtout la manière dont les personnes les utilisent. En tant que maison d'édition, ici dans notre cadre particulier, on peut l'utiliser juste pour définir une stratégie sans avoir à mettre en fait trop d'informations sur la plateforme. C'est-à-dire que quoi? Si on veut, on a écrit un livre par exemple sur l'excision, je reprends encore ça comme exemple, on n'a pas besoin de publier par exemple des paragraphes du livre sur ChatGPT parce que ChatGPT a surtout accès aux livres lorsqu'on, enfin, à certaines informations lorsqu'on les met dans le système ou bien lorsqu'elles font partie du domaine public, comme tu l'as mentionné. Mais sinon, si tu viens et que tu mets juste un résumé de ton œuvre et tu lui demandes de te proposer une stratégie éditoriale, ChatGPT ne peut pas avoir accès en fait à tout ton contenu, de sorte où il va puiser peut-être et puis s'en servir s'il y a d'autres utilisateurs qui veulent écrire une histoire sur la même thématique. Donc, le problème, c'est pas forcément l'outil directement, mais aussi comment on l'utilise nous. Donc, il faut juste faire attention au type d'informations qu'on va mettre sur la plateforme pour ne pas que ce soit des infos trop personnelles ou des choses que ChatGPT pourrait utiliser ensuite dans sa base de données. Mais nous, on peut l'utiliser vraiment en restant assez générique. Et là, je vais essayer de montrer un exemple. Donc, je repartage mon écran. Et là, je viens sur ChatGPT et je lui demande... Mon écran est visible, non, chez vous? Oui,
OK. Ouais. J'essaie de noter ça. Propose-moi une stratégie de publication pour Facebook. Une stratégie de 7 publications sur Facebook pour promouvoir un livre jeunesse destiné aux 3 à 5 ans, par exemple. Et là, j'ai été très brève, hein, mais bien sûr, je peux aller de manière un peu plus détaillée. Donc, tu vois, quand je lui demande ça, par exemple, il va me donner des idées de cette publication que je peux faire. Donc, par exemple, la première publication, l'annonce du lancement, il faut juste avoir une image colorée de la couverture, une légende engageante pour annoncer le lancement du livre et un lien vers la page de commande ou vers un site web pour les parents. Ensuite, une autre publication, ça va être une photo de l'auteur. Tu vois que ça reste assez générique en fait. Donc, pour moi, c'est juste un moyen, une sorte de raccourci pour pouvoir publier de manière régulière sans avoir à trop réfléchir sur le type de publication à faire. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, oui. Ok, Très bien. je Merci. je t'en prie. Donc, deuxième série de questions. Oui. Si on en a, s'il y a des personnes qui veulent poser des questions encore, Oui, on est rendu à 18h41 minutes. Mhm. ok. Peut-être José, avant qu'Octavio oui, ne Annie prenne la José, parole. Il y a Mhm. une personne? oui, il y a Jean-Claude qui D'accord. voudrait bien poser une question. Est-ce qu'on m'entend? Oui, Oui. allez-y. D'accord. Moi, je voulais d'abord vraiment remercier Chanté pour l'exposé qu'elle a fait, qui m'a beaucoup nourri. Et je suis convaincu que ça va être quelque chose de décisif dans la prochaine vie des éditions Wikilia. Donc maintenant, j'ai envie de poser je crois, une ou deux questions. Est-ce que Chanté a pris le temps de regarder un peu l'utilisation par les éditeurs africains des réseaux sociaux? Si oui, quelle est véritablement l'opinion qu'elle s'en fait? Quelle évaluation elle peut se faire de la Est-ce que vous manière pouvez reposer la question? J'ai du mal à entendre. Voilà, je disais, est-ce que Jonte peut nous dire à peu près quelle est sa lecture de l'utilisation des réseaux sociaux par les éditeurs africains, si tel est que OK. peut-être qu'elle a jeté un regard là-dedans, avec Mhm. c'est pas, une sorte d'échantillon d'éditeurs Mhm. africains et leur lien avec les réseaux sociaux. La deuxième chose, c'est est-ce que on peut aujourd'hui se dire que voilà, il y a des publications, des genres littéraires qui sont favoris dans les réseaux sociaux. Si on prend le Mhm. roman, le théâtre, le conte, etc., est-ce qu'on peut à ce jour estimer que peut-être qu'il y a un genre littéraire qui prend le dessus sur les autres du fait Mhm. justement en lien avec les réseaux sociaux? Et la dernière chose, c'est on a toujours le sentiment que les réseaux sociaux, surtout quand on voit à peu près comment ça fonctionne dans le Nord, que les réseaux sociaux, c'est un outil qui est un peu au rabais, à la différence des sites Internet, parce que quand vous voyez les éditeurs occidentaux fonctionner, certes, il y a l'aspect réseau social, mais elle est inférieure quand même à l'approche classique qui consiste à utiliser les sites Internet et autres. Et je connais certains pays comme le Sénégal, dans lesquels on est parfois présent sur des espaces communs, des espaces sociaux communs. Vous allez avoir facilement des éditeurs du Cameroun, du Gabon, d'Afrique centrale pour la plupart qui vont publier leur contenu dans les plateformes communes. Mais au Sénégal est silencieux là-dessus. Pas de présence sénégalaise sur les réseaux sociaux. Donc, comment on peut comprendre ça? Comment on peut comprendre ça? Donc, voilà à peu près quelques préoccupations qui sont les miennes. Je vous remercie. D'accord. Merci beaucoup. Alors, on a déjà les 3 questions, hein, donc je peux y aller Oui, oui. avec. OK. Ouais. Alors, déjà, quelle est ma lecture sur l'utilisation des réseaux sociaux par les éditeurs africains? Alors là, je vais essayer de venir sur mon ancienne présentation où j'avais analysé l'utilisation des réseaux sociaux par certaines maisons d'édition.
Donc, je vais essayer d'y aller. J'essaie d'ouvrir et puis je partage mon écran. Alors, il faut savoir que c'était une analyse que j'avais faite quand même il y a quelques mois, hein, mais je pense qu'il n'est pas encore totalement obsolète. Donc là, je viens essayer de repartager mon écran. OK. Alors là, j'avais analysé les réseaux sociaux de quelques maisons d'édition. Euh, Ici, on avait la maison d'édition Frantz Fanon, qui avait quand même une page d'accueil attrayante, des photos de très bonne qualité et des publications fréquentes d'affiches et de liens. Alors, Frantz Fanon, je sais que c'était une maison d'édition, je crois qu'elle est algérienne, si je ne me trompe pas. Donc, ils utilisaient aussi la publicité pour certains événements. Et l'une des choses que je leur avais fait comme retour, c'était que le fait d'utiliser fréquemment la publicité aussi, ça diminuait un peu la portée de certaines de leurs publications. Et puis aussi, je les avais encouragés à publier directement certaines vidéos sur leur page plutôt que de ne publier que des vidéos d'autres pages. On avait Atelier Nomade qui, je pense que je recommande quand même par rapport à la page Facebook parce ils ont de très beaux visuels, mais en même temps, des choses qu'ils auraient pu améliorer, c'était par exemple de publier de manière un peu plus régulière, d'avoir des vidéos. Et il y avait leur compte Instagram qui n'était pas utilisé de manière fréquente. Alors, la raison pour laquelle je vous montre des exemples de maisons d'édition, c'est que c'est à peu près la même chose aussi qu'on retrouve chez toutes les maisons d'édition africaines francophones. C'est que parfois, on a des comptes, des pages Facebook qui sont abandonnées ou on n'a pas de publication régulière. Après, je peux comprendre encore une fois parce que ça nécessite du temps et on sait pas forcément des entreprises en fait qui ont un grand nombre de personnel qui pourraient être dédiés à la tâche. Mais c'est pour ça que j'ai recommandé le fait de travailler avec un calendrier éditorial pour pouvoir prévoir à l'avance toutes les publications qu'on veut faire. Donc, l'un des avantages de ces pages-là, c'était surtout la qualité des images qui étaient publiées parce que la qualité aussi joue un grand rôle dans la visibilité de vos publications. On avait aussi les maisons d'édition Gandal, je crois, qui étaient au Niger, si je ne me trompe pas, et les éditions Akoma Mba. Et là-bas aussi, pareil, j'avais mentionné des publications irrégulières et puis des photos de jeunes lecteurs. Bon, là, j'avais dit qu'il fallait faire attention. En fait, lorsqu'on publiait des photos de jeunes lecteurs, il fallait faire attention à avoir aussi quand même une certaine autorisation. Et si possible, publier les photos des enfants sans qu'on ne voit leur visage. Donc, de manière générale, les maisons d'édition qui utilisent des réseaux sociaux, parfois, on n'a pas beaucoup de diversité dans le type de contenu publié. On n'utilise pas beaucoup de vidéos, c'est dommage. Le contenu est très impersonnel. Alors ici, je peux comprendre parce que souvent, les gens ne savent pas trop comment publier pour créer une certaine familiarité avec son audience, mais c'est nécessaire en fait publier en ayant des blagues, par exemple, en surfant un peu sur l'actualité aussi, sur les tendances, sans bien sûr surfer sur tout et n'importe quoi, mais rendre le contenu un peu plus familier par rapport à son audience. On peut également, moi j'avais remarqué qu'il y avait une faible utilisation des citations extraites des livres ou des événements, et c'est une chose qu'on peut faire aussi pour pouvoir animer sa page. Il y avait une faible interaction avec les abonnés, il y avait un manque de constance dans les publications, et puis comme je l'ai dit, les pages étaient laissées à l'abandon. Donc voilà un peu quelques points que j'avais moi perçus en fait sur l'utilisation des maisons d'édition en Afrique francophone. Par contre, je me rappelle que lorsqu'on a fait la formation, je n'avais pas trouvé les réseaux sociaux de l'Harmattan, mais on avait quelqu'un de l'Harmattan et qui avait pointé le fait que l'Harmattan, les éditions Harmattan étaient très actives sur les réseaux sociaux. Donc, pour un exemple au Sénégal, en tout cas, vous pouvez regarder les éditions L'Harmattan. Eux, ils sont actifs. Ils ont leur site web, je pense, qui est à jour. Ils sont aussi actifs sur YouTube et sur les autres réseaux sociaux.
Alors, est-ce qu'il y a un genre qui prend le dessus? Comme je l'ai mentionné, un peu malheureusement, on voit surtout les auteurs anglophones ou les auteurs occidentaux. Quand je dis occidentaux, c'est surtout français, mais c'est surtout la fantaisie, en fait, qui est beaucoup appréciée par les jeunes qui publient du contenu sur les réseaux sociaux. Donc, vous allez voir que si vous allez sur TikTok et que vous mettez BookTok France, par exemple, vous allez voir qu'il y a beaucoup de ce qu'on appelle la dark romance. Et c'est surtout des jeunes femmes, des jeunes adolescentes, des adolescentes de la quinzaine, vingtaine, qui publient énormément sur les livres qu'elles lisent. Et elles vont lire majoritairement de la lecture jeune adulte, des romances, des dark romances et de la fantaisie. Mais encore une fois, c'est parce que c'est les livres qui les attirent. L'un des moyens aussi de faire en sorte que vos livres puissent parler aux gens, ça commence déjà au niveau de l'édition. Les photos de couverture des livres. Parce qu'on a envie, on aime tous le beau. Et plus la couverture est belle, plus elle attire aussi bien, elle va attirer le regard dans une librairie, elle va aussi attirer le regard en fait sur les réseaux sociaux, que ce soit à travers une image ou une vidéo. Donc les livres qui sont beaux visuellement vont encore plus attirer l'attention sur les réseaux sociaux. Mais en termes de genre, comme je l'ai mentionné, c'est la lecture jeune adulte, la lecture, le développement personnel aussi, ça parle beaucoup, la fantaisie et la romance. Donc, voilà un peu les genres qui sont privilégiés. Mais bien sûr, ce n'est pas parce que le genre que vous publiez n'est pas parmi les genres populaires que vous n'avez pas la possibilité, en fait, de le populariser. Parce que quand moi, j'ai commencé à publier sur les réseaux sociaux autour des livres, ce n'était pas non plus aussi populaire, même de parler de livres de manière générale. Et moi, je lis aussi bien des auteurs africains francophones que des auteurs d'ailleurs. Donc, je parle un peu de tous les livres que je lis. Et parfois, l'engouement vient aussi sur même des livres pour enfants. L'engouement vient autour des livres pour enfants. Tout dépend de la manière dont vous allez présenter le livre. Donc, voilà un peu. Ensuite, la dernière question, c'était qu'on a l'impression que les réseaux sociaux sont au rabais comparé au site Internet. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela? L'une des choses, moi, qui je pense est pertinente, qu'il faut savoir, c'est déjà la tranche d'âge des personnes qui gèrent en fait les maisons d'édition et qui gèrent même aussi la communication des maisons d'édition. Donc, si vous avez des personnes qui sont dans la quarantaine, cinquantaine, ce ne sont pas forcément les personnes qui sont les plus à l'aise avec les réseaux sociaux. Les sites web ont l'air un peu plus rassurants parce que voilà, on a plus de contrôle, on sait ce qui se passe. Donc, généralement, les gens se tournent vers le site web. Mais encore une fois, pour moi, c'est des outils qui sont complémentaires. Donc, c'est aussi important d'avoir son site web, mais d'utiliser les réseaux sociaux aussi pour amener les gens vers ce site web-là. Et donc, il faut aussi collaborer avec les plus jeunes pour pouvoir avoir davantage de présence en ligne parce que ça reste nécessaire. Moi, j'ai reçu tellement de messages de personnes qui m'ont dit, je n'aimais pas lire. Je ne parle même pas de personnes qui aiment lire, hein, mais de personnes qui disent, je n'aimais pas lire, mais en fait, à force de suivre ton contenu, j'ai commencé à lire. Euh, c'est dommage, mais par exemple, l'un des livres les plus populaires que les gens ont lu en me suivant, c'est un livre de Colleen Hoover, qui est une autrice américaine et qui est l'autrice, je pense, la plus vendue en ce moment au monde. Et elle, c'est TikTok qui lui a permis de se faire connaître, en fait, parce que des jeunes qui lisaient ses livres, qui ont aimé, ont commencé à en parler sur TikTok et puis c'est devenu viral. Mais c'est une autrice qui publie surtout des livres de romance. Donc, oui, certes, les sites web sont toujours bien, mais il faut utiliser aussi les réseaux sociaux pour capitaliser en fait sur l'audience qu'il y a déjà sur ces réseaux-là. En particularité, TikTok, Instagram et Facebook. J'espère avoir répondu à vos questions comme vous le souhaitiez. Voilà, parfait.